Alors, la notion de nutrition, de santé est ancrée vraiment depuis longtemps chez Saint-Hubert, puisque nous avons vraiment une double approche, à savoir de développer des produits qui, d'une part, vont être bons, puisque un produit, aussi bon soit-il sur le plan nutritionnel, s'il n'est pas savoureux en goût, nous partons du principe que ça n'est pas satisfaisant et qu'il ne plaira pas aux consommateurs. Et bien sûr, nous faisons du mieux possible pour... Oh, je vois que la présentation, excusez-moi, défile toute seule. Voilà. Et nous allions donc nous proposons donc des produits qui sont bons d'un point de vue organoleptique, et puis nous mettons également un point d'honneur à développer des produits qui vont être intéressants sur le plan nutritionnel. Donc deux petits exemples pour illustrer cette approche qui remonte à, comme je le disais, il y a un petit moment. En 1980, en fait, il y a eu le lancement de Saint-Hubert 41, qui à l'époque était la première matière grasse à proposer donc un pourcentage de matière grasse 2 fois plus faible que le beurre, à savoir 41% de matière grasse. Quand pour le beurre, on est sur en général 82% ou 80% et la margarine 80%. Et en 2008, nous avons également été la première entreprise à signer une charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel, donc charte PNNS, dans le cadre du PNNS 2, avec un certain nombre d'engagements, d'une part sur le profil de nos matières grasses, donc avec une réduction de la teneur en matière grasse ou de la teneur en acides gras saturés, et d'autres actions pas forcément liées aux produits, mais plutôt à destination de l'information du consommateur. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2008, par exemple, l'étiquetage nutritionnel était vraiment à titre volontaire sur les emballages. Aujourd'hui, c'est obligatoire de par les évolutions réglementaires, mais ça n'était pas le cas à l'époque. Et nous, dans le cadre de cette charte PNNS, nous nous étions engagés à faire figurer donc un tableau de valeur nutritionnelle, à donner accès à l'information nutritionnelle aux consommateurs sur l'ensemble de nos produits. Et d'autres actions également inhérentes à cette charte, comme de la sensibilisation à la nutrition vis-à-vis des salariés, par exemple. Alors l'innovation chez Saint-Hubert, dans cet environnement, on l'a vu, particulièrement exigeant, tant d'un point de vue nutritionnel qu'est réglementaire, on va vraiment avoir 3 aspects sur lesquels on va se concentrer et qu'on va aborder pleinement pour développer nos produits. On va d'une part, autant que faire se peut, anticiper les contraintes, développer des produits qui vont être intéressants sur le plan nutritionnel, et puis afin de promouvoir les innovations de nos produits, on va essayer évidemment d'utiliser ou d'employer des allégations qui vont permettre de faire connaître les bénéfices santé ou bénéfices nutritionnels de nos produits aux consommateurs. Donc l'anticipation, pourquoi anticiper les évolutions réglementaires? Tout simplement pour mieux les gérer et, si je puis dire, pour ne pas être pris au dépourvu. L'anticipation, elle va passer par différents volets, à commencer par un volet réglementaire. L'objectif va vraiment être d'être au fait des évolutions réglementaires le plus tôt possible pour avoir le temps de bien analyser la situation et de pouvoir mener les actions appropriées pour justement y faire face. On va également parler de veille au niveau scientifique, tout simplement pour être au fait des évolutions en termes de politique nutritionnelle, par exemple, en termes de données scientifiques sur tel ou tel nutriment, et puis également en lien avec des données de consommation. Je pense par exemple aux études INCa, qui sont assez précieuses par rapport justement aux consommations, les niveaux de consommation en différents types d'aliments, et derrière le traitement qui peut en être fait pour identifier des besoins particuliers vis-à-vis de tel ou tel nutriment pour la population. Bien sûr, donc cela nous permet, au-delà de ce que je viens d'évoquer, d'avoir également une vision un petit peu plus fine de ce que peuvent attendre les consommateurs. Et on va compléter finalement cette veille par de la veille ingrédient ou de la veille technologique, ce qui va nous permettre d'une part, alors soit d'identifier des ingrédients qui peuvent s'avérer être intéressants, ou alors tout simplement de trouver des solutions, puisque nous avons identifié des changements auxquels il va falloir faire face, et identifier des fournisseurs qui vont pouvoir être à même de nous proposer des solutions alternatives pour le développement de nos produits. Alors, pour développer des produits intéressants au niveau nutritionnel, on va faire appel finalement à différents types d'expertise.
Des expertises dans le domaine de la nutrition, tout d'abord. C'est vrai qu'on a pour habitude chez Saint-Hubert d'aller chercher la connaissance également en externe. On est une petite équipe de taille PME, donc on a vraiment ancré dans notre démarche d'innovation le fait d'aller interroger, discuter avec des gens pour d'une part élargir notre vision et puis faire appel à des experts ou des nutritionnistes pour confronter un petit peu leur point de vue, identifier des nutriments qui peuvent s'avérer être intéressants ou des bénéfices santé et challenger un petit peu ce que nous on a pu identifier en interne. On va également de temps à autre prendre part à des projets de recherche, tout simplement pour essayer d'explorer de nouveaux bénéfices santé sur lesquels aujourd'hui on ne sera pas forcément en mesure de communiquer avec un seul et unique projet de recherche, mais qui demain, avec d'autres démarches, peuvent finalement porter leurs fruits et permettre aux consommateurs de finalement avoir un produit avec des bénéfices autres que ce qu'il va trouver aujourd'hui sur le marché. Les aspects réglementaires ont été largement évoqués tout à l'heure et c'est un volet qui est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça en fait que chez nous, donc j'occupe la fonction de nutrition et affaires réglementaires, les deux sont intimement liés. Effectivement, faire de la nutrition sans prendre en compte les aspects réglementaires, c'est infaisable, puisque il faut vraiment être en phase avec ce cadre qui est défini. Effectivement, j'avais mis comme exemple le respect des doses requises, par exemple quand on va raisonner sur une allégation type allégation nutritionnelle ou allégation de santé. Et puis, on va également travailler avec différents centres techniques, par exemple pour vérifier que la teneur en un nutriment, par exemple les oméga 3, va bien être toujours présente à l'issue de différents process de cuisson. Excusez-moi, décidément, j'ai beau mettre pause. Voilà. Et puis, bien sûr, donc on travaille avec un service consommateur et on va autant que possible analyser les réclamations ou alors les remontées de nos consommateurs, leurs attentes, en vue de développer des produits qui vont répondre le plus possible à ce qu'ils recherchent. Une fois que nous avons un produit où nous avons, j'ai envie de dire, la bonne recette, le bon goût, les bons nutriments, derrière, ce qui va être capital pour nous, ça va quand même être de pouvoir communiquer les innovations, les avancées et ce que peut apporter notre produit aux consommateurs. Je parlais tout à l'heure en introduction de la charte d'engagement PNNS que nous avions signée. Cette charte d'engagement-là, on était sur des pourcentages de réduction qui ne permettaient pas de revendiquer des réductions en matière grasse ou en acides gras saturés d'un point de vue réglementaire aux consommateurs, en tout cas dans le cadre d'une communication produit. Il faut savoir que pour pouvoir dire réduit en ou allégé en, il faut respecter, alors ça dépend des nutriments, mais le plus souvent ça va être une réduction de moins 30% par rapport à la valeur moyenne du marché. Dès lors que ce décrochage de 30% n'est pas effectif sur les produits, il n'est pas possible de communiquer. Donc voilà, ça va vraiment être quelque chose d'important à prendre en compte et les actions menées dans le cadre d'une charte d'engagement et dans le cadre d'un développement de produit ne vont pas avoir les mêmes biais en termes de communication. On ne va pas pouvoir communiquer de la même manière vis-à-vis du consommateur. Alors finalement, développer des produits dans le domaine de la nutrition, de la santé, c'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le penser. Mais ça va dépendre grandement de la thématique qui, effectivement, peut s'avérer plus ou moins complexe. Si on évoque, par exemple, la veille réglementaire, qui est, ou même la veille tout court, qui est vraiment un élément clé de l'anticipation des contraintes. Finalement, le facteur limitant, ça va surtout être le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, la veille, c'est pas forcément très compliqué à mener, pour peu qu'on soit doté des bons outils. Par contre, ça peut potentiellement être chronophage et suivant la taille de la structure et des ressources qui vont être allouées, ce point peut être compliqué dans des petites entreprises. En revanche, comme je le disais, dès lors qu'on a les bons outils, la veille réglementaire, la veille scientifique, la veille d'un point de vue ingrédient va être relativement simple, même si il est parfois, le cas qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir des difficultés à trouver un fournisseur capable de nous proposer un ingrédient, ou en tout cas un fournisseur fiable, capable de nous proposer un ingrédient satisfaisant. Dans le domaine du développement, j'évoquais les projets de recherche. Alors les projets de recherche sont vraiment très intéressants et c'est d'ailleurs pour ça qu'on participe à plusieurs projets. On est vraiment intimement convaincus que ça permet d'explorer de nouveaux bénéfices et que c'est important dans le domaine de l'innovation,
d'aller voir ce qui se fait d'autre, ce qu'on peut explorer. Néanmoins, une des limites peut être le coût, tout simplement, puisque un projet de recherche peut vite grimper. Enfin, en tout cas, quand on veut avoir une bonne qualité d'études, ça peut vite s'avérer coûteux. D'où l'intérêt soit de prendre part à des consortiums ou alors de s'associer à différents partenaires, ce qui permet finalement de rassembler un petit peu nos forces, d'avoir plus de budget pour pouvoir monter des projets de recherche. Et puis dans le domaine de la communication et plus particulièrement des allégations de santé, on l'a vu déjà au cours des présentations précédentes, le cadre est, je pense que vous l'avez tous compris, strictement défini, strictement réglementé. Ça a des avantages et des inconvénients. Le grand avantage, c'est que finalement, dans la mesure où aujourd'hui il existe une liste qu'on qualifie de liste positive d'allégations de santé, qui est validée et harmonisée au niveau européen, finalement, pour n'importe quel industriel de l'agroalimentaire, toutes ces allégations-là, sous réserve bien sûr de respecter les conditions d'utilisation ou des allégations qui seraient réservées simplement à certains demandeurs d'allégations, mais dans l'ensemble, de manière générale, il est possible d'utiliser facilement ces allégations-là, tout le monde peut l'utiliser. Par contre, dès lors qu'on souhaite aller plus loin, c'est-à-dire utiliser ou revendiquer un bénéfice santé qui ne va pas se trouver dans cette liste positive, il va être nécessaire de monter par exemple un dossier d'allégation qui va donc être évalué par l'EFSA. Je ne vais pas revenir trop longtemps dessus puisqu'on l'a largement vu tout à l'heure. Ce dossier-là doit être capable de démontrer, de prouver le claim, que le claim est effectivement vrai, de démontrer le lien de causalité entre le nutriment et le bénéfice santé, et donc s'appuyer sur des études robustes. Et ce sont ces études-là qui, effectivement, comme je l'évoquais dans le cadre des projets de recherche, sont un petit peu coûteuses. Autre limite, ça peut être des limites dans le domaine, tout simplement des limites technologiques. On a la recette, on a les bons dosages, mais la mise en œuvre pour la réalisation des procédés, si je puis dire, peut être compliquée. Des limites de coût et puis des limites organoleptiques, puisque, comme je le disais, avoir un produit qui est bon et sur le plan nutritionnel, c'est génial, mais encore faut-il qu'il soit bon également d'un point de vue organoleptique pour qu'il soit apprécié des consommateurs. Alors, je vous ai mis deux petits exemples pour illustrer un petit peu notre démarche, ce que je viens de vous présenter. C'est l'exemple de Saint-Hubert DHA, qui est un produit que nous avons lancé en février 2016, donc il y a un an. C'est donc une matière grasse qui contient du DHA. Alors le DHA, qu'est-ce que c'est? C'est un acide gras, donc un acide gras essentiel qui appartient à la famille des oméga 3 et que l'on va devoir principalement trouver dans l'alimentation pour couvrir les besoins de notre organisme, puisqu'on est capable de fabriquer cet oméga 3, mais en quantité vraiment limitée. On le fabrique à partir d'un précurseur qui est un autre oméga 3, qu'on appelle l'acide alpha-linolénique. Son petit nom, l'acronyme, c'est ALA. Le DHA, c'est pour acide docosahexaénoïque. Donc voilà, dans la mesure où le facteur de conversion entre le précurseur oméga 3 et le DHA est relativement faible, on a vraiment nécessité de puiser ce nutriment-là dans l'alimentation. Quand on s'est intéressé à ce nutriment, on a bien sûr regardé quels étaient les niveaux de consommation au regard des recommandations dans la population française. C'est le petit graphe que vous avez ici. En bleu, vous avez donc la recommandation en DHA, qui est basée sur l'apport nutritionnel conseillé, l'ANC de 2010, pour la population adulte, qui est de 250 mg par jour. Et quand on regarde les données de consommation qui émanent du rapport qu'a publié l'ANSES en septembre 2015 et d'autres organismes avaient également traité au préalable des données de l'étude 1K2, on constate en fait que les données moyennes, enfin l'apport moyen en DHA dans la population française chez l'adulte est plutôt de la moitié, à savoir 137 mg par jour. Donc avec 85% des adultes qui finalement ont un apport en DHA qui est inférieur aux recommandations, donc inférieur à ces 250 mg par jour. D'un point de vue scientifique, donc on a bien compris que le DHA, on n'en consommait pas assez. Mais est-ce important finalement? À quoi ça va servir? À quoi sert ce nutriment? Ce nutriment est essentiel puisqu'il constitue une grande partie des acides gras qui vont composer alors d'une part notre cerveau puis également notre rétine. Et un certain nombre d'études scientifiques ont traité de ce nutriment-là, ont mis en avant des effets protecteurs sur différents types de pathologies. Pour citer quelques exemples, on peut retracer des études sur la maladie d'Alzheimer ou sur du déclin cognitif ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que tous ces bénéfices santé, a priori,
relèvent de la sphère scientifique et ne peuvent absolument pas être autorisés pour une communication consommateur sur les emballages. Tout simplement parce qu'il n'existe aucune allégation de santé autorisée en lien avec ces bénéfices-là. Ce qui veut dire que très concrètement, quand on s'est posé la question, on a fait le tour des possibilités scientifiques et réglementaires sur lesquelles, qui pourraient nous permettre de valoriser notre produit, nous nous sommes bien évidemment limités et concentrés aux allégations de santé autorisées. Deux allégations de santé, en l'occurrence, une sur le cerveau, donc, qui est le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau, et le DHA contribue au maintien d'une vision normale, tout ceci pour une consommation journalière de 250 mg par jour. Une fois qu'on a fait le tour des besoins, identifié quel était l'intérêt du DHA pour la santé, confirmer notre intérêt de développer un produit enrichi en DHA, donc une matière grasse en l'occurrence enrichie en DHA, on s'est intéressé à quel était le type d'aliment qu'on allait ajouter à notre produit pour l'enrichir en DHA. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, le DHA, on va le trouver en proportion importante dans les poissons gras. Donc il aurait été possible d'utiliser de l'huile de poisson pour enrichir le produit. Néanmoins, ce n'était pas notre volonté. Je le disais tout à l'heure en introduction, nos matières grasses sont pour la plupart végétales. C'est vraiment dans l'objectif de Saint-Hubert de se développer dans le domaine du végétal. Donc on a fait le choix de partir sur une huile de microalgues qui est donc une huile qui est riche en DHA. Donc l'huile vous avez son petit nom tout en haut, Schizocritrium. Voilà, qui présente une teneur élevée en DHA, avec bien sûr derrière un certain nombre d'essais en termes de formulation produit pour s'assurer que la cible organoleptique était au rendez-vous de nos attentes. En termes de teneur, il est bien sûr essentiel de se conformer aux exigences réglementaires en termes d'enrichissement, et notamment en termes d'enrichissement en lien avec les allégations de santé que je vous ai présentées juste avant. Pour les deux allégations en lien avec le fonctionnement du cerveau et puis de la vision, la réglementation exige d'avoir à minima 40 mg pour 100 g de produit fini et 100 kcal, donc 40 mg de DHA pour pouvoir revendiquer ces deux bénéfices santé. Au-delà de cela, on se pose toujours la question de la matrice alimentaire, à savoir qu'on commercialise des matières grasses. Quand on est sur nos produits au soja, la contenance d'impôt qui fait à peu près 100 grammes, excusez-moi, on ne va pas consommer 100 grammes de dessert au soja et 100 grammes de matière grasse. Il faut relativiser et rapporter cela à la portion, à savoir qu'une portion de nos produits, généralement, au niveau des matières grasses, c'est à peu près 10 grammes. Donc, on a fait un petit calcul en se disant, voilà, la réglementation pour l'utilisation des allégations de santé nous impose un certain dosage, 40 mg pour 100 grammes de produit et 100 kcal. Néanmoins, rapporté à la portion, si on était pile poil à 40 mg, la dose apportée en DHA serait quand même anecdotique. Du coup, on a choisi de mettre une teneur un peu plus élevée, même beaucoup plus élevée, puisque donc le produit que nous avons développé présente une teneur en DHA de 250 mg pour 100 g, ce qui est ramené à la portion, donc qui fait 10 grammes, permet d'avoir un apport de 25 mg en DHA. Et puis bien sûr, on a effectué des tests pour vérifier que le DHA qu'on avait mis dans notre recette à travers cette huile de microalgues, les analyses nutritionnelles à la sortie, j'ai envie de dire, du produit, dès lors que le produit était fabriqué, nous ont permis de vérifier la teneur, mais on a également vérifié dans la mesure où finalement notre produit peut être utilisé, certes en tartine, mais également en cuisson, que le DHA était toujours préservé à la cuisson. Pour cela, donc je le disais, on travaille avec des centres techniques externes qui nous réalisent ces analyses suivant différents protocoles de cuisson. Et en l'occurrence, ils ont confirmé qu'effectivement, le DHA était toujours présent en teneur significative, enfin à savoir le dosage qu'on avait mis à la base. Donc à l'arrivée, on a un produit finalement qui permet de consommer, de contribuer aux apports en DHA d'une nouvelle manière, c'est-à-dire autre que la consommation de poissons. Vous le voyez, donc ça c'est le petit graphe de tout à l'heure, avec les recommandations, les apports moyens, et finalement avec 2 tartines, on contribue un petit peu, on apporte un petit peu notre pierre à l'édifice pour contribuer aux apports en DHA qui font plutôt défaut dans la population française en moyenne. 2 bénéfices santé.
qui sont donc revendiquées. Donc cérébrale et vision, on est sur des allégations de type général qui sont obligatoirement, et ça c'est une exigence réglementaire, justifiées par donc une allégation de santé autorisée, validée au niveau européen. Et puis bien sûr, des produits intéressants au niveau nutritionnel, ok, mais sans rogner sur le goût, donc avec toujours des produits savoureux et qui vont rester, qui vont convenir à différents usages, notamment des cuissons à la poêle ou au four par exemple. Autre exemple, le sujet est un petit peu défloré étant donné que je maîtrise visiblement pas très bien l'avancée des slides. Donc c'est Saint-Hubert Oméga 3 sans sel qui a été lancé alors il y a un petit peu plus longtemps. Le produit remonte à 2013. Là encore, nous sommes partis du constat que, des recommandations et des niveaux de consommation en sel, à savoir que globalement en France, les niveaux de consommation en sel sont bien trop élevés, quasiment 2 fois plus élevés que ce que l'on devrait consommer. Chez la population adulte, on est sur à peu près 8 à 9 grammes d'apport en sel par jour, quand l'OMS recommande de n'en consommer pas plus de 5 grammes. Donc il y avait vraiment une problématique à ce niveau-là, avec des conséquences pouvant être délétères, des conséquences d'une forte consommation en sel pouvant être délétères sur la santé, avec notamment un risque d'hypertension, en tout cas pour certaines populations, quand on a des apports sodés trop élevés. Les bénéfices santé qu'on a identifiés derrière, excusez-moi, on va remettre pause. Saint-Hubert Oméga 3 existait déjà, donc avec des Oméga 3 pour le bon fonctionnement cardiovasculaire en s'appuyant donc sur le maintien d'un taux normal de cholestérol dans le sang. On avait vraiment un intérêt double pour la santé cardiovasculaire à proposer un produit sans sel qui permettait aux gens qui finalement devaient suivre un régime particulier à avoir un produit sans sel. Ça permettait de limiter la consommation en sel. D'autre part, à l'époque, et c'est toujours le cas actuellement, il n'existe pas de matière grasse garantissant une teneur en sel nulle. On le verra juste après. Il y a une notion réglementaire. Sans sel, c'est une allégation nutritionnelle avec une teneur en sel à ne pas dépasser. Et donc une communication basée sur, là encore, 2 bénéfices santé. Donc comme je le disais, une allégation en lien avec les oméga 3 pour le cholestérol, et une allégation en lien avec la réduction de la teneur en sodium, donc le sodium, un des composants du sel, qui est favorable pour maintenir une pression artérielle normale. En termes d'exigences réglementaires, je l'évoquais à l'instant, sans sel est une allégation nutritionnelle. Donc pour pouvoir justement utiliser cette allégation-là, le produit ne doit pas dépasser les 0,012 grammes de sel pour 100 grammes de produit, ce qui est notre cas. Et puis, pour pouvoir mettre en avant le terme oméga 3, en l'occurrence riche en oméga 3, là aussi, il y a une certaine teneur en oméga 3 à respecter, qui est donc de 0,3 grammes pour l'oméga 3 ALA pour 100 grammes et 100 kilocalories. Et nous, c'est la référence de notre gamme de produits Saint-Hubert oméga 3 qui a la plus forte teneur en cétacine grala, puisqu'on est à 5,3 pour 100 grammes. Donc, en cumulant finalement les aspects scientifiques, les aspects réglementaires, l'identification des prérequis, si je puis dire, et puis des attentes et des besoins au niveau nutritionnel dans la population, on a développé un produit qui permettait d'allier deux nutriments, plutôt la présence d'oméga 3 et l'absence de sel pour la santé cardiovasculaire, et sachant que, donc je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de matière grasse garantissant un taux de sodium aussi faible, c'est-à-dire que même du beurre doux va contenir des traces de sodium. Et ces traces de sodium font que finalement l'équivalent en sel ne permet pas, pour du beurre doux en moyenne, de revendiquer le terme sans sel. Et d'autre part, j'évoquais tout à l'heure les partenariats que nous menons dans différents domaines. Il faut également savoir que Saint-Hubert soutient la recherche sur l'hypertension. En l'occurrence, c'est la FRHTA, puisque Saint-Hubert est membre fondateur de cette fondation-là. Et ça depuis bien plus longtemps que la sortie du produit, puisque donc cette association a été créée en 2006, le produit a été lancé en 2013, et c'est vrai que voilà, c'est vraiment une entreprise qui a une volonté d'être active dans le domaine de la nutrition et autant que possible de promouvoir l'innovation en proposant à ses consommateurs un bénéfice nutritionnel dans des produits le plus savoureux possible. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir un petit peu rattrapé le retard. Si vous avez des questions, je suis toute oui.